On va démarrer sur un des derniers ateliers. Enfin, il en reste 3, je crois, après de la bulle French Fab. Cet atelier est dédié au financement des projets d'innovation dans les startups et les PME industrielles. Et donc, je vais laisser se présenter Flora, David et Amaury, qui vont vous exposer de manière pratico-pratique les différentes étapes de la vie de leur projet et comment ils l'ont financé. Ce qu'on ne va pas faire, c'est une liste à la Prévert, une liste catalogue de l'ensemble des dispositifs, parce que pour le coup, on pourrait y passer la fin de l'après-midi et beaucoup plus, et ça risque de ne pas être pertinent. Tout ça sera agrémenté d'exemples pratiques, et Flora, qui est déléguée innovation à Paris, elle va se présenter, ponctuera ça avec les principaux produits qui sont mis en place par BPI France, mais on vous parlera également des autres dispositifs qui sont mis à destination des startups et PME industrielles. Donc je vais laisser la parole d'abord à Flora qui va se présenter. Merci Philippe. Flora Vinjevic, je suis déléguée innovation pour la zone de Paris. Mon rôle, c'est d'accompagner financièrement les PME qui ont des projets innovants, et ça va de la start-up jusqu'à l'ETI. Et donc voilà, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Amaury, à qui je laisse le soin de se présenter. Merci Flora. Du coup, Amaury Barbero, je suis le président d'Explicit. Explicit, on a conçu, on produit et on vend le siège d'avion le plus léger au monde. Un siège qui permet d'alléger les avions d'à peu près 1 tonne. C'est 3% d'économie de fuel, 3% d'économie de CO2. Il y a 220 collaborateurs, la moitié à Paris, l'autre partie à Angers, où on a ouvert notre première usine il y a 18 mois. David. Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle David Godou. Je suis un des cofondateurs d'une société qui est basée à côté de Bordeaux. Nous sommes dans le domaine de la nutrition santé, en B2B uniquement. Aujourd'hui, c'est 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, une centaine de collaborateurs. On est présent par nos ventes dans une quarantaine de pays. 70% du chiffre d'affaires se fait à l'export. Et entre 15 et 20% du chiffre d'affaires chaque année est investi en recherche et développement. Parfait. Merci. Première étape, et on va scinder finalement la présentation en 2 phases, qui sont les 2 principales phases finalement des projets. Premièrement, la phase de R&D, et ensuite la phase de commercialisation et d'industrialisation. Et donc je vais me tourner vers David dans un premier temps. Comment vous avez abordé la première phase, c'est-à-dire la phase de R&D, démarrage de l'entreprise, et R&D surtout dans une phase de PME? Alors en fait, quand on a créé la société, c'était en 2009. Aucun de nous trois, parce qu'on est trois cofondateurs, n'avions de fonds, puisqu'en fait on n'avait pas de fortune personnelle. Et en fait, on a démarré avec un projet de recherche qui s'appelait Neurophénol, qui était en fait un projet de recherche entre la France et le Canada. Et rapidement, on s'est posé la question des fonds propres, parce qu'on nous a dit, OK, vous avez des superbes idées, mais vous n'avez pas d'argent. Il va falloir quand même financer un minimum les choses. C'était un projet de 4 millions d'euros. Et on a eu la chance d'être accompagné dans un premier temps par Aquitaine Amorçage, qui nous a permis d'avoir un prêt d'honneur. C'était un prêt de 80 000 euros à l'époque. Mais ces 80 000 euros, aujourd'hui, effectivement, nous ont permis d'être là où nous sommes. Et ça a été la première phase. Et petit à petit, on s'est dit, OK, c'est très bien de monter un programme de recherche. Mais si on veut être indépendant, si on veut augmenter nos fonds propres, parce qu'on voyait bien que c'était important, la meilleure façon d'aller chercher de l'argent, c'est tout simplement chez nos clients, dans la poche de nos clients. Donc très rapidement, en fait, on a développé une activité commerciale sur des produits qui n'étaient pas ceux que l'on vend aujourd'hui, parce que c'était des produits qui étaient des commodités, entre guillemets, avec toujours quand même une petite différenciation. Et petit à petit, en fait, on a tout réinvesti ce qu'on gagnait. Il faut savoir que les 3 premières années, aucun de nous trois nous sommes payés. On a eu aussi un accompagnement, en tout cas les premières années, avec France Travail. Donc mine de rien, ça fait partie des aides qui sont importantes, en tout cas dans le développement d'entreprises. Et petit à petit, voilà, on a pu progresser. Et aujourd'hui, l'essentiel de nos ventes, c'est 80% à peu près, se font sur la base de nos développements qui ont été réalisés en R&D, donc des produits qui sont brevetés et qui sont aujourd'hui un peu originaux par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, sachant que nos concurrents sont aussi bien des Chinois, des Indiens, des Américains, des Européens, bien entendu. Et on se retrouve à avoir quand même une différenciation importante. Donc ça, je dirais, c'est le tout début. Mais rapidement, en fait, ce qui est important pour nous, c'était d'aller chercher de l'argent vraiment chez les clients. Pas simplement, en tout cas, nous, on pouvait se le permettre, puisqu'il y avait des produits qui pouvaient être commercialisés. Et c'était vraiment le point de départ. Parfait. Amaury, ton histoire? Oui, écoute, nous, on était 4 ingénieurs, on sortait d'école, on a créé l'entreprise en 2011, donc ça fait 14 ans. Pas de fortune personnelle, en tout cas une fortune d'étudiant. Très rapidement, on a levé un tout petit peu d'argent auprès de ce qu'on appelle Friends and Family.
Et ça nous a permis d'aller, bon an, mal an, jusqu'à la livraison du premier siège après 3 ans de R&D. Le choix drastique qu'on a fait, c'est de tout investir 100% de l'argent qu'on avait en R&D. On a sacrifié l'outil industriel, c'est-à-dire qu'on est allé tout de suite en sous-traitance industrielle, qui était un modèle à l'époque pas du tout utilisé pour l'industrie aéronautique. Et ça nous a permis d'économiser et d'investir dans la R&D. Ensuite, les Friends and Family se sont transformés en Business Angels. Et les Business Angels étaient essentiellement des entrepreneurs français ou Family Office qui nous ont poussé très vite à aller chercher une première rentabilité. Et donc l'entreprise a été rentable dès 2017, alors qu'on faisait une croissance à peu près de 40%. C'est cette première rentabilité qui nous a permis ensuite d'aller chercher des outils de financement supplémentaires. Et ça, je pense qu'il est important dans la séquence de bien aligner la temporalité de fonds propres avec la temporalité d'aide au financement. Les deux, en fait, l'equity demande qu'on aille faire un leverage financier sur les outils de subvention, et les subventions demandent aussi des fonds propres suffisants pour pouvoir accorder ce genre. Donc il faut bien aligner ces deux calendriers. Et ça nous a mené jusqu'au Covid, où l'entreprise faisait à peu près 10 millions de chiffres d'affaires, une trentaine de collaborateurs, tout en modèle fabless. Voilà. Très bien. Et on passera effectivement après sur cette période de commercialisation et d'industrialisation. Flora, sans, effectivement, comme je disais tout à l'heure, sortir toute la boîte à outils de BPI France et des autres acteurs, quels sont les principaux outils sur cette phase et finalement comment ça marche? Quels sont les conseils à donner à un porteur de projet, à des créateurs d'entreprises, de jeunes entreprises innovantes? Je pense que le premier conseil déjà, et ça c'est en tout cas ce qu'on remarque sur Explicit et sur Active Inside, c'est qu'on est arrivé au tout début aussi de l'aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on est arrivé dès la création et dès les premiers projets de R&D. Le but, c'est réellement de pouvoir vous accompagner sur ces premières phases, qui sont des phases de faisabilité, sur lesquelles on vient prendre évidemment le risque avec vous. Et puis par la suite, vous allez commencer à avoir un premier POC, un premier MVP. Et donc là, le but, c'est de continuer à itérer d'un point de vue technique, d'améliorer votre solution, votre produit. Et donc là, le but, c'est de continuer à vous accompagner sur d'autres dispositifs. Alors quand on est sur de la faisabilité, on a plutôt des dispositifs de subvention. C'est des petits montants. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la bourse French Tech, par exemple. Et par la suite, le but, c'est de venir alors avec l'État, mais également avec les collectivités, avec vos régions, de pouvoir vous accompagner sur des dispositifs qui peuvent être communs. Par exemple, on a beaucoup entendu parler de France 2030. C'était un programme d'investissement d'avenir qui permettait justement de pouvoir accompagner des programmes de R&D sur des phases un peu plus avancées, mais également sur des dispositifs remboursables un peu plus classiques. Je me permets juste de rebondir sur ce qu'a dit Amaury. Évidemment, forcément, de l'autre côté, on a besoin que des investisseurs privés interviennent. Donc au début, c'est du Friends and Family. Et par la suite, évidemment, on va aller chercher des investisseurs un peu plus avisés. Tout simplement parce que vous allez avoir des besoins qui vont être encore plus importants. Vous allez continuer à recruter aussi des personnes sur le volet de la R&D. Et donc, pour continuer à vous accompagner sur des phases un peu plus, dans plus grande envergure, il faut forcément qu'il y ait des investisseurs privés qui viennent à nos côtés. Sur cette phase-là, peut-être un mot sur le rôle très important du chargé d'affaires chez BPI France. Il est primordial. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais quand on parle de point de contact dès le départ, c'est une personne physique. Hein. Vous n'avez pas, c'est pas juste un coup de téléphone, c'est que vous rencontrez une personne qui est un chargé d'affaires, qui connaît extrêmement bien tous les produits de BPI France. Parce que je le sais, hein, j'imagine que vous, de votre côté, vous êtes allé regarder un peu sur le site de BPI France et vous vous dites, il y a énormément d'offres, je ne comprends rien, je ne comprends pas réellement comment BPI peut m'accompagner. C'est normal. Même nous, des fois, on est un petit peu perdus dans cette galaxie. Et le but, c'est de vous dire que vous avez un point de contact qui va prendre votre besoin, qui va essayer de le comprendre et qui va vous dire OK, pour cette étape-là, on va essayer de le faire de cette façon-là. Alors, ça va être évidemment sur la partie financement, mais aussi et surtout sur la partie conseil. Potentiellement, votre projet, il ne sera peut-être pas forcément mature à un instant T, ou alors il faudra soit aller chercher des investisseurs à côté, soit potentiellement aller chercher du prêt d'honneur, soit potentiellement se faire accompagner par un incubateur, un cabinet de conseil. Et donc, le rôle du chargé d'affaires, c'est de pouvoir justement vous mettre en relation avec ces différents acteurs de votre écosystème. Effectivement, rôle clé. J'ai tendance souvent à dire qu'on n'est pas chez Ikea en définitive. Hein. Vous ne prenez pas un sac et vous dites moi j'ai envie de tel et tel produit. Le chargé d'affaires, il va vous aider finalement à trouver le bon outil qui va vous permettre de financer cette étape de R&D. Une fois que la R&D est terminée, parce que ce n'est pas une fin en soi,
il va falloir passer à l'industrialisation, la commercialisation. Amaury, comment ça s'est passé? Donc nous, on n'avait pas d'outils de production en propre sur toute la période pré-Covid. Donc dans cette période-là, on a livré à peu près une vingtaine de clients, 10 000 sièges, tout à l'export. Et puis a eu lieu le Covid, on est passé de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à 1 million, et ça pendant 3 années successives. Donc l'entreprise a vraiment quasiment fermé. Et puis fin 2022, il a fallu redonner un élan à l'entreprise parce que le marché de l'aéronautique repartait. Et là, on a décidé d'ouvrir notre première usine. Et donc, on a lancé la série B d'Explicit sur cette base-là, ouvrir cette nouvelle usine. Et on a ouvert cette usine à Angers, donc il y a 18 mois, pour internaliser l'assemblage. Ça nous a semblé être le meilleur choix d'avoir séparé les deux projets, c'est-à-dire 10 premières années d'Explicit pour maturer le produit, pour parler aux clients, comprendre le marché. Et puis quand on avait atteint déjà une première rentabilité, donc démontrer auprès d'investisseurs qu'on pouvait passer à l'étape d'après, on s'est posé la question de cet outil industriel. Et c'était très bien de le séparer, parce que ouvrir une usine, c'est quand même une sacrée activité en soi. On a ouvert le site il y a 18 mois. On est passé du coup de 0 à 120 personnes en 18 mois sur l'usine. L'usine va produire cette année un peu plus de 10 000 sièges. Et pour ça, on a été accompagné à la fois par des nouveaux fonds propres de BPI, le fonds d'investissement SPI, et puis aussi un prêt Nouvelle Industrie donné par BPI. Effectivement, modèle start-up, donc avec fonds propres et puis des prêts sans garantie, on va les mettre dans cette catégorie-là. Pour Active Inside, le modèle est un petit peu différent. Finalement, comme tu le disais tout à l'heure, très vite aller chercher des clients, très vite aller chercher la rentabilité, donc devenu finalement une PME mature assez tôt. Donc cette phase après de commercialisation, d'industrialisation, comment vous l'avez gérée, avec quels outils? En fait, au départ, on était un peu comme Amaury, nous on n'avait pas d'usine. On voulait effectivement sous-traiter la totalité de nos productions chez des industriels que l'on connaissait bien. Et on s'était promis initialement de ne jamais construire d'usine. Promis, juré, craché. Aujourd'hui, on a 2 usines. Et tout simplement, on a eu, comme tout le monde, en fait, nos clients nous l'ont demandé. Et adapté, ou du moins, on voulait avoir quand même quelque chose qui soit assez différent de ce que faisaient nos concurrents. Donc effectivement, on a des technologies qui sont simples, mais on avait repéré une technologie qui était un petit peu originale. En l'occurrence, c'était de l'eau subcritique. Dans ce cadre-là, on a eu un accompagnement de la part de BPI, qui était autour d'un PIA, mais également de la région Nouvelle-Aquitaine, pour nous permettre de développer avec le CNRS cette technologie. Une fois qu'on l'a développée, on a pu monter un premier atelier. Et plus de temps après, on a décidé de construire une usine pour intégrer la filière, notamment une usine qu'on a construite il y a maintenant un peu moins de 18 mois, et qui nous permet effectivement de passer un cap. Mais ça signifie forcément des fonds propres qui n'étaient pas suffisants. Donc on a complété nos fonds propres tout simplement en ouvrant notre capital. Alors, ça s'est fait à 2 étapes. Une première étape, donc c'était en 2020, qui était en fait 2 fonds d'investissement dont BPI France, également Akiti qui est un fonds régional de 4 millions d'euros. Et là on vient de réouvrir à nouveau le capital, cette fois-ci en plus de tous les fondateurs, également de gérer des fonds d'investissement qui sont rentrés en 2020. On a tous remis au pot, mais on a ouvert également le capital à nos salariés. Pour nous, c'était important, puisque fidéliser est aussi une des contraintes que l'on a dans des entreprises comme les nôtres. Donc garder les talents, ça passe aussi par l'ouverture. En tout cas, nous, c'est la promesse qu'on se fait, de pouvoir effectivement permettre à tous nos salariés d'être au capital. C'est-à-dire concrètement aujourd'hui, la personne qui nettoie mes ateliers, elle est au capital de mon entreprise. Et ça, je peux vous assurer que c'est une certaine fierté. Très beau cas de figure. Flora, pareil, un peu en rebond de ce qui vient d'être dit, les quelques outils clés, et puis après on essaiera de synthétiser les points clés, les facteurs clés de succès sur ces différentes étapes. Je vais rebondir sur 2 choses. La première chose, c'est que tu disais que c'était pas un catalogue Ikea. Là, on voit qu'on a 2 profils d'entreprises totalement différentes, où on n'est pas du tout parti sur... Alors, on était Fabless au début, mais on sait que c'était pas pour les mêmes sujets. Et puis, voilà, des entreprises qui ont évolué de façon différente, avec des clients aussi différents. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais vous dire que le rôle du chargé d'affaires, il est clé, puisqu'il est là pour vous accompagner
accompagner quand ça va bien, mais il est aussi là pour vous accompagner quand ça va un petit peu moins bien. Je pense qu'on parlera de ça juste après. Mais c'est vrai que ça permet, même dans des moments où ça a été compliqué, on a parlé du Covid, où ça a été un moment très compliqué pour Explicit. On était là aussi pour donner de la perspective, et les chargés d'affaires étaient là aussi pour donner de la perspective, en expliquant vers où on pouvait aller en fonction de ce qui pouvait être fait, forcément d'un point de vue du capital, mais aussi après sur le côté financement. Pour rebondir aussi sur, on a évoqué le prêt Nouvelle Industrie, ça c'est un dispositif qui est sorti depuis 2 ans et qui permet maintenant d'accompagner des projets qui ont des vocations industrielles pour les startups. On intervient maintenant entre 3 et 15 millions d'euros, et le but c'est de pouvoir financer justement le matériel et l'immatériel. Donc c'est un super dispositif qui a été lancé il y a quelques temps et qui fonctionne plutôt bien aussi maintenant et qui complète notre gamme actuelle. Oui, parce que la R&D n'est pas une fin en soi, hein. Le but c'est d'avoir derrière des produits, de les commercialiser et effectivement potentiellement d'industrialiser tout ça en propre. On a les outils, on a fait un tour d'horizon avec finalement toujours un petit peu de recul. Si vous aviez des conseils à donner, gens qui sont là, qui sont probablement dans une phase peut-être un peu moins mature que la vôtre, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? C'est très prétentieux comme question. Mais il faut l'être un peu de temps en temps. Puis ce que vous avez réussi est quand même assez fantastique, donc il faut le faire. Je pense que le premier, c'est de choisir ses combats. Une start-up, par définition, elle n'a pas beaucoup d'argent. Explicit a évolué pendant les 10 premières années de sa vie en cumulé avec 10 millions d'euros d'equity. Alors pour certains, c'est énorme, j'en ai bien conscience. Pour faire du hardware dans l'aéronautique, ça reste peu. Et le choix qu'on a fait, c'est bien d'investir dans quelques endroits, mais pas sur tout. C'est pas possible avec 10 millions. Donc je pense que le premier sujet, c'est choisissez vos combats, faites des sacrifices. Nous, on a fait le choix de sacrifier l'outil industriel à l'époque. Et 10 ans après, on a pu revoir ce choix, effectivement, dans des meilleures conditions. Et puis le deuxième point, c'est Explicit est passé pas loin de la mort pendant 3 ans pendant le Covid. Et là, il a fallu, à l'issue de ces 3 ans, retrouver quand même une dynamique énorme. Et ça, je pense qu'il est important aussi de savoir marquer des vrais pivots radicaux dans l'histoire de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas redémarrer Explicit en 2023 en faisant comme on avait fait avant. Les salariés ne nous auraient pas suivis, les actionnaires ne nous auraient pas suivis, probablement que BPI n'aurait pas suivi. Et il a fallu là vraiment faire un énorme changement pour relancer une dynamique. Et là, depuis maintenant 3 ans, elle marche du feu de Dieu. Les principaux changements ? Si tu devais donner les principaux changements et les principales décisions que vous avez prises pour ce redémarrage. Alors, il y a eu le choix du coup de réinternaliser la production, qui était donc l'ouverture de cette usine. Le deuxième choix, ça a été d'engager une diversification. Maintenant, on vend des sièges de train en plus de vendre des sièges d'avion. Et puis le troisième point, ça a été de revoir notre positionnement sur le produit. On avait fait un siège qui était léger, peut-être trop léger, dans le sens où il sacrifiait un peu le confort et le style. Et donc pendant le Covid, on a repris un peu de la masse qu'on avait économisée pour faire un beau siège. Et ça nous a permis d'aller atteindre un marché beaucoup plus large. Nos derniers clients, c'est Air France, c'est Air Canada. Et on espère bientôt signer aussi un contrat aux États-Unis. Donc voilà, un positionnement beaucoup plus haut de gamme qui nous permet d'envisager le futur avec plus de sérénité. Merci. David ? Bon, moi, je dirais, ça ne se prête pas à toutes les entreprises, mais tout de suite, ce qu'on a voulu viser, c'était 1, l'innovation, et 2, l'export. Ce sont vraiment pour nous deux moyens, en tout cas, de se différencier sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Et ce que j'ai appris, en tout cas, un petit peu avec le temps, c'est qu'on peut être fondateur, mais il arrive un moment donné où, quand on commence à grossir, on n'est plus forcément les meilleures personnes en termes d'organisation. Donc, il faut avoir le courage de se faire accompagner et de reconnaître qu'effectivement, on a des limites dans ce que l'on est et de ce que l'on aime faire aussi. Et dans ce cadre-là aussi, BPI nous a pas mal accompagnés, puisqu'on a, et encore aujourd'hui, on a des consultants là, qui interviennent notamment sur l'organisation. Et depuis ces interventions, en fait, on a recruté un directeur général. On a complètement revu tout ce qui était gouvernance. Bien sûr, il y avait les fonds d'investissement aussi qui nous ont aidés. Mais sincèrement, aujourd'hui, je vis mes meilleures années professionnelles. Parce que effectivement, j'ai la chance d'avoir pu faire monter aussi mes équipes. Je pense notamment à mon directeur R&D qui a pris ma place il y a 2 ans de ça. Il a commencé sa thèse CIFRE avec nous. Et effectivement, à nouveau, c'est une fierté de voir comment les gens peuvent évoluer. Et de donner en tout cas ce type de signe, ça nous permet effectivement de dire on est capable de transmettre un savoir-faire et de pas simplement se dire je garde tout pour moi,
mais c'est pas toujours évident, surtout quand nous on est 3, on a forcément des tempéraments très différents, mais ça nous permet d'évoluer. Et aujourd'hui, effectivement, typiquement, on arrive à poursuivre, à avoir des combats, comme tu le disais, qu'il faut choisir. Là, on a décidé notamment de s'installer à Houston, après effectivement avoir eu des expériences, notamment avec des gros distributeurs aux États-Unis. Et c'est ça aussi qui fait que ça donne un challenge intéressant pour nous, mais aussi pour l'ensemble des équipes. Flora. Alors, si je peux rebondir encore une fois là-dessus, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'innovation. Il y a un autre pan qui arrive assez vite. Alors, on a parlé de R&D, on a parlé de commercialisation et d'industrialisation, mais évidemment assez rapidement. Et d'ailleurs, pour vos 2 cas, on va très vite à l'international. Et ça, je pense que dès que vous avez votre start-up, c'est quelque chose sur lequel vous êtes très vite confronté. On accompagne sur ces volets-là. Alors, on accompagne d'un point de vue financier, mais on accompagne aussi d'un point de vue conseil. BPI France fait partie de la team France Export et on intervient avec Business France. Le but, c'est de pouvoir vous aider à faire du business à l'international, de vous mettre en relation aussi avec les bons clients à l'international et de faire ce lien-là. On a parlé aussi de la partie conseil. Cette partie-là, elle est primordiale. Elle permet aux startups, mais aussi aux PME, de pouvoir aller, driver du nouveau chiffre d'affaires potentiellement, d'identifier des sujets bloquants au sein de leurs organisations, par exemple. Et on est assez convaincu aussi chez BPI France, notamment dans le cas d'une start-up, qu'une équipe dirigeante qui a été fondatrice pendant plusieurs années, qui a mené, toute la R&D et puis les premiers efforts commerciaux, ce ne sera sûrement pas, et d'ailleurs dans une grande partie des cas, l'équipe qui continuera le projet. Et ça, on est assez convaincu qu'il faut être aussi capable de le savoir, de changer son équipe dirigeante pour se permettre justement d'aller plus loin et de réintégrer des compétences qui nous permettront aussi de pouvoir voir plus grand en fait. Merci. Alors il y a un outil qui n'a pas été mis en avant, qui est quand même assez structurant également pour les entreprises innovantes, c'est le crédit impôt recherche. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots? Surtout qu'en ce moment, c'est un sujet de débat malgré tout, donc je pense que c'est important d'en parler. Alors, on a été interviewé par la commission interministérielle du CIR qui nous a garanti que l'outil n'allait pas disparaître. Donc, voilà, garantie. Non, on va les croire. C'est un outil dont Explicit s'est servi dès l'origine. On a fait 3 ans de R&D. Le directeur technique était un ancien normalien, thésard, donc très au fait de ces sujets-là. C'est un outil qu'on continue à utiliser aujourd'hui. On utilise aussi des outils de financement du crédit impôt recherche pour avoir le cash un peu plus tôt que le délai normatif. Et c'est le premier outil de financement auquel Explicit a fait appel à sa création. David, l'expérience. Mais je confirme, effectivement, le CIR, c'est juste essentiel. On a la chance d'avoir en France cet outil-là. Comme disent les Américains, if it's not broken, don't fix it. Et je pense qu'effectivement, il faut le garder. Parce que c'est vraiment pour nous, en tout cas pour des entreprises comme les nôtres, ça permet effectivement d'embaucher aussi des jeunes. Alors, effectivement, il y a eu des modifications sur les jeunes docteurs, etc. Mais je pense que sans cet outil-là, très honnêtement, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a monté par exemple aussi un Labcom avec l'Université de Bordeaux. C'est forcément intégré dans le calcul économique. Je ne ferais pas ça si je n'avais pas cet outil-là, c'est évident. Ok, merci. Donc c'est effectivement une vue globale. On a essayé de retracer assez rapidement, finalement une vingtaine de minutes, du démarrage jusqu'à l'industrialisation, en intégrant la partie internationalisation, puisqu'effectivement, elle va forcément de pair avec l'innovation, et avec l'innovation de bon niveau, on va dire, tel que vous la portez, et avec, pour rebondir sur ce que disait Flora, beaucoup d'outils, mais les outils, ce qu'il faut bien avoir en tête, n'ayez pas en tête que BPI France, c'est uniquement un financeur, c'est un accompagnateur également, et on marche sur les 2 pieds. Et le sujet de réindustrialisation qui nous occupe et la bannière, le coq bleu, il sert à ça. On porte haut les espoirs de renaissance industrielle et de réindustrialisation passent à la fois par les startups et également par les PME industrielles. Il faut travailler sur ces 2 sujets-là et c'est ce qu'on essaye de faire et on s'emploie à faire ça au quotidien dans les différentes équipes de BPI France. Il y a une 50aine d'implantations de BPI France, donc les Parisiens. Ils ont Flora, mais ils ont Gabriel aussi sur la partie Est. Louis doit être dans les parages également. Donc il y a les interlocuteurs parisiens. Il y en a dans chacune des directions régionales. Elles sont basées juste derrière. Faites appel à un chargé d'affaires. C'est lui qui va vous aider à une chargée d'affaires à y voir plus clair. Est-ce qu'il nous reste 5 minutes et c'est parfait. Vous avez des questions?
Bonjour, moi je suis Michael Boxtal, je suis encore confondé une société qui s'appelle Vote, qui fait de l'accompagnement pour passer du proto à la série, en faisant du clé en main, fabless en fait pour nos clients, donc en allant chercher justement le tissu industriel pour fabriquer. Ma question elle est un peu double, c'est quels ont été vos challenges dans cette étape fabless que vous avez eu tous les deux, si je comprends bien, du point de vue opérationnel, mais aussi du point de vue financement du BFR. Parce qu'on sait que le financement du capital, ça se trouve, mais le financement du BFR, quand la boîte n'a pas encore commencé à produire les premières et donc pas encore commencé à être rentable, entre guillemets, ce financement, il est souvent complexe à obtenir. Voilà. Sur les challenges du Fabless, je pense que le premier point, c'est nous, on était 4, on avait 23 ans, on n'était jamais allé dans une usine. Ce qu'on allait chercher dans le partenaire, c'est quelqu'un qui déjà savait gérer une usine. Par contre, la différence évidemment d'implication entre 4 jeunes prêts à travailler nuit, week-end, voilà, était évidemment en décalage avec un rythme industriel plus installé, plus normé sur le terme horaire. Et ça a créé des crispations parce qu'évidemment tout allait trop lentement pour nous et puis pour eux tout allait trop vite et puis au final sans doute que la bonne vitesse elle était au milieu, c'est-à-dire qu'heureusement ils nous ont évité de faire des grosses bêtises et puis si on avait pu aller un peu plus vite ça aurait pas été si mal, mais cette gestion de la vitesse en tout cas elle était assez clé. Et pour revenir sur le BFR, c'était quand même un sujet, je voulais juste finir aussi par rapport à l'idée jusqu'à l'industrialisation. Après l'industrialisation, il y a la commercialisation, le ramp-up, le scale-up. Et le BFR, nous, on voit plutôt comme un sujet qui, chaque année, prend de plus en plus d'ampleur. Aujourd'hui, on va faire x4 sur notre chiffre d'affaires cette année. Donc le BFR, il explose. Et là, il faut tenir les clients assez fermement, aussi bien qu'on tient les fournisseurs. Et du coup, c'est des enjeux. Et c'est là où, cette période de French bashing, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que la France a la chance d'avoir BPI. Et BPI, voyant cette évolution, travaille sur des outils aussi d'accompagnement du BFR, sur des phases de scale-up commercial et industriel, phase dans laquelle on est aujourd'hui. David ? Alors, moi juste pour gérer un point essentiel, c'est le DAF. Ou même peut-être au départ un RAF. Il faut vraiment se structurer et avoir des gens qui maîtrisent bien les outils. Parce que sinon, rapidement, on peut avoir en fait des difficultés. Alors, c'est pas ça qui va permettre au BFR d'être tenu. Mais quoi qu'il en soit, il faut avoir une équipe autour de soi. Et souvent, au départ, quand on démarre, on a plutôt une idée. Et on va se concentrer sur cette idée-là. Alors que rapidement, en fait, on va se rendre compte qu'il nous faut un responsable administratif et financier qui a un petit peu d'enveloppe, un petit peu d'ampleur, pour pouvoir tout simplement aller discuter avec des banques, pour pouvoir aller chaque année aussi. Moi, ça, il faut y aller. Nous, on le fait chaque année, d'aller voir la Banque de France. Ça fait partie du jeu. Parce qu'à un moment donné, on a cette reconnaissance qui doit être faite. Après, la faiblesse, nous, au départ, moi, je suis plus âgé, beaucoup plus âgé que toi. Moi, je venais de l'industrie et mes deux associés aussi venaient de l'industrie. Donc, ça nous donnait un avantage, c'est qu'on connaissait très bien les industriels, les outils qui existaient, etc. Donc, ça nous a permis de sélectionner rapidement les gens avec qui on voulait travailler. Et au bout d'un moment, enfin, je dirais, c'était le démarrage en 2009, et on a construit le premier outil, c'était en 2016, parce qu'on s'est simplement rendu compte que nos clients, quand on avait des audits, on les envoyait systématiquement chez nos façonniers. Ça va, une fois, deux fois, trois fois, mais à un moment donné, le risque est trop important. On préfère internaliser. Aujourd'hui, on a quand même encore de l'externalisation, hein, mais c'est ce qui nous a permis de commencer vraiment d'avoir une usine. Autre question ? Denis Delabrosse, société Triskel. Ma question, c'est sur la propriété intellectuelle. Comment est-ce que vous arrivez à gérer, en particulier avec le marché américain, la propriété intellectuelle sur un produit qui pourrait être facilement copié et avec finalement peu d'investissement au global, donc j'imagine peu d'investissement en propriété intellectuelle? Alors non, j'ai dit on a fait des sacrifices, on ne l'a pas fait sur l'API. Du coup, aujourd'hui, Explicit, il y a un portefeuille d'un peu plus de 100 brevets et on a reçu le prix de l'INPI justement pour avoir une stratégie de protection de la propriété industrielle particulièrement musclée. Voilà. On a aujourd'hui aussi fait un deuxième choix. On a intégré l'assemblage du siège, mais la fabrication des pièces, elle est toujours en sous-traitance. Et là, pour éviter qu'un seul fournisseur ait l'ensemble de la recette, on a coupé le procédé de fabrication en 3, 4 ou 5 étapes et donné chaque étape de ce procédé-là à un fournisseur différent. Bon,
C'était il y a 10 ans. L'histoire a fait qu'aujourd'hui, c'est 3-4 fournisseurs qui se passent successivement. Il y en a un aux États-Unis, un en Europe et un en Chine. Donc pour fabriquer la pièce, on fait le tour du monde. Évidemment, on arrive à une certaine absurdité maintenant logistique et environnementale. Et du coup, c'est typiquement les sujets de réflexion on a réussi à ouvrir une première usine. Est-ce qu'on n'en ouvrirait pas une deuxième pour réintégrer ça et continuer sur cette lancée-là? David, sur la partie propriété intellectuelle. Alors nous, l'API, on a une vingtaine de brevets aussi, de familles de brevets internationaux. Pour les États-Unis, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai été confronté à un procès là-bas que nous avons initié. C'est pas évident. Sachant que les avocats, ça va jusqu'à 1600 dollars de l'heure. Et généralement, ils sont jamais tout seuls en face de vous. Donc ça fait partie effectivement, en tout cas, des stratégies qu'il faut avoir. Il faut avoir les reins solides. Mais je dirais, voilà, si on pense qu'un marché comme les États-Unis que vous évoquez, c'est un marché important pour vous, il n'y a pas de secret. Parfait. Allez, on prend la dernière. On va déborder un petit peu, mais le sujet le mérite. Oui, merci. Vous avez tous les deux dit que vous avez démarré avec très peu de capital, voire pas de capital. Après plusieurs tours de financement et 3 ans de, on va dire, presque faillite, quelle est votre part dans l'entreprise aujourd'hui? Ultra majoritaire. Et quel est le mécanisme que vous avez utilisé? Parce que si vous levez beaucoup d'argent et beaucoup d'equity, forcément il y a une dilution si vous partez de zéro. Oui, en fait, les modèles sont un tout petit peu différents. C'est-à-dire que nous, on a décidé au départ d'aller chercher l'argent dans la poche de nos clients. C'est ce que je vous disais. On a tout réinvesti dans la société. Et petit à petit, on a grandi. Et arrive 2020. Non. Ils ont la première levée de fonds. Donc, je disais création en 2009. En 2020, on a fait notre première levée de fonds. Donc, il y a le Covid, etc. Et en fait, on a fait la levée de fonds quand on n'en avait pas besoin. Ça change tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reste ultra majoritaire dans notre entreprise. Moi, c'est l'inverse, ultra minoritaire. Ultra minoritaire, on a du coup annoncé il y a 3 mois une levée de fonds de 36 millions d'euros qui fait suite du coup à une levée de fonds de 15 millions d'euros au lendemain du Covid. Le Covid a fait qu'on n'a pas pu se financer au moment où on le souhaitait, donc on s'est financé dans des conditions quand même très difficiles à l'issue du Covid. Le dernier tour s'est passé évidemment dans des meilleures conditions, mais après 14 ans, ça fait aujourd'hui des parts de fondateurs qui sont minoritaires. Du coup, il faut faire grossir le gâteau. Merci, on va clore, on va conclure. Je vous remercie beaucoup tous les trois de votre présentation et je vais retenir ce que tu as dit, David. Alors 2 choses, il y a venir voir BPI France, c'est une évidence, et demander de l'argent quand on n'en a pas besoin, c'est pas une évidence, mais ça peut être utile. Merci à vous, bonne fin d'après-midi, au revoir.